Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé, présente Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Suite de votre rendez-vous économique, comme chaque dimanche, toujours en compagnie de Thomas Binet. Au programme d'Oser investir désormais, mon cher Thomas. Maxime, on va parler d'un sujet fondamental et souvent oublié, apprendre à comprendre et maîtriser l'argent dès l'enfance, parce que nos réflexes financiers se construisent bien plus tôt qu'on ne le pense. Et ce matin également, dans Oser investir, Bitcoin, révolution monétaire ou simple illusion collective, tout le monde en parle, mais qui comprend vraiment ce qu'il y a derrière? Nous sommes avec Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger et de The Bitcoin Society. On va lui poser les vraies questions afin de savoir si Bitcoin est une révolution ou un miroir aux alouettes. Et puis avec Guy Marty, notre consultant en gestion de patrimoine, l'intelligence artificielle va-t-elle simplifier nos investissements ou les rendre tous identiques? Éco-réseau Business, le magazine de référence des investisseurs, présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, parler d'argent aux enfants, c'est souvent un sujet un petit peu délicat. Est-ce qu'on a quelques bases? Est-ce que vous avez quelques idées pour commencer par le bon bout? Alors ça commence simplement, Maxime. L'idée, ce n'est pas de leur faire un cours d'économie, mais de leur expliquer que l'argent, ça ne tombe pas du ciel. On peut partir du concret. Papa et maman travaillent pour gagner de l'argent et cet argent sert à payer la maison, la nourriture, les loisirs. Il faut rendre tout ça très tangible, concret, presque visible, justement. Mais justement, quand on est enfant, tout ce qui est très concret, tout ce qui est très tangible, c'est pas évident. Comment on fait pour y arriver? Le meilleur outil, Maxime, c'est l'expérience. Par exemple, donner un petit peu d'argent de poche régulier, pas forcément beaucoup, mais suffisamment pour qu'il puisse faire des choix, et comme choisir c'est renoncer, il va apprendre à arbitrer. Alors, s'il dépense tout en bonbons le premier jour, pour prendre un exemple très concret, il comprend très vite la notion de limite. C'est comme ça qu'il apprend la valeur des choses et surtout la frustration qui est structurante dans le cas présent. Il faut l'amener à saisir que derrière un distributeur à billets, il y a le travail et les efforts de ses parents. Et à quel moment on parle d'épargne ou de gestion? Très tôt, mais de façon ludique, évidemment. On peut diviser son argent en 3 catégories: dépenser, économiser, partager. Par exemple, une tirelire pour chaque objectif. L'enfant visualise, alors que garder de l'argent permet d'acheter quelque chose de plus important un peu plus tard. Et là, on va lui transmettre une notion clé. L'argent, ce n'est pas seulement consommer, c'est aussi choisir et anticiper. Quoi qu'on en pense, c'est assez révolutionnaire cette manière de penser dans cette société de consommation absolument débridée. Haussmann Executive Search, leader du recrutement sur les métiers de la finance et de l'immobilier, présente Sud Radio, Osez investir, l'invité. Et Thomas, notre deuxième invité en ce dimanche, c'est Eric Larchevêque, cofondateur de Ledger, licorne française, et de The Bitcoin Society. Bonjour Eric Larchevêque. Bonjour. Alors je vais compléter, vous êtes aussi juré de Qui veut être mon associé sur M6, et puis vous avez aussi écrit un ouvrage que je montre à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr ou sur la chaîne YouTube, qui est effectivement axé sur le Bitcoin, puisque ça s'appelle la stratégie Bitcoin, comprendre, investir, réussir, et c'est aux éditions Michel Lafon. Alors je vais vous proposer de commencer en repartant un petit peu dans le passé de cette stratégie Bitcoin. Pour s'y intéresser, ça vient d'où? Pourquoi ça existe, le Bitcoin? Bitcoin a été créé suite à la crise de 2008, suite à la défiance des subprimes et le fait que la finance en fait s'écroulait un petit peu. Et c'est un outil de défense pour le citoyen qui a été créé pour résoudre 2 problèmes principaux. Le premier, c'est que son argent, on le possède pas, on a juste une créance. Et le deuxième, c'est que dans un environnement monétaire qui est géré par des banques centrales, par l'humain, par l'homme avec un grand H, eh bien les promesses peuvent être trahies et l'inflation peut grignoter son patrimoine à long terme. Et donc le Bitcoin a été créé pour apporter une réponse à ces problématiques-là. Alors, vous venez de nous poser le cadre, c'est très bien. Maintenant, on va s'intéresser vraiment à ce que c'est que le Bitcoin. Est-ce qu'on peut déjà un peu le définir? Oui, c'est un système monétaire décentralisé qui existe vraiment sur Internet, dont la politique monétaire est un algorithme. Donc, il n'y a personne qui décide combien il y a de Bitcoin, qu'est-ce qu'on change, etc. C'est un algorithme déterministe et ça existe sur Internet de façon décentralisée. On n'a pas besoin de tiers de confiance. C'est inarrêtable. C'est un système qui résiste à la censure.
et qu'on ne peut pas désinventer. Donc c'est un système monétaire complètement alternatif qui existe en dehors de l'État, en dehors des banques, en dehors du système financier classique et qui apporte une réponse, une alternative pour pouvoir échanger des tokens qu'on appelle des bitcoins et qui sont régis par une politique monétaire algorithmique connue à l'avance et le tout directement sur Internet, sans tiers de confiance, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, vous êtes bien conscient, Éric Larchevêque, et d'ailleurs c'est peut-être la raison pour laquelle vous avez écrit ce livre, que vous avez en face de vous une armée de sceptiques sur le sujet. Ça fait 13 ans que j'ai une armée de sceptiques, mais de moins en moins. De moins en moins. Alors justement, est-ce que le Bitcoin c'est une mode, une bulle ou une révolution qu'on n'a pas encore comprise ? Alors c'est une révolution, clairement, puisque la technologie déjà apportée par le Bitcoin, la blockchain, a créé énormément de choses. Et d'un point de vue monétaire, c'est une vraie révolution, parce que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a un actif dont la masse monétaire, la masse totale ne peut pas être changée, ne peut pas augmenter. Je dirais que même l'or, on pourrait découvrir des nouveaux gisements, on pourrait faire ensuite par la fusion de la transmutation, on peut tout imaginer, mais le Bitcoin est régi mathématiquement. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoins. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vraiment là où il y a un changement, une véritable révolution. Alors, en quoi le Bitcoin, de par sa création, résout quelques problèmes concrets dans notre système monétaire actuel ? Alors, le premier, c'est que, et ça peut-être les gens n'y réfléchissent pas trop, mais son argent, on ne le possède pas. Oui. On a une créance. Donc c'est la banque qui le possède. Tant que tout va bien, tout va bien. Mais si à un moment vous avez un problématique par rapport à votre passeport, par exemple vous êtes russe, Poutine envahit l'Ukraine, vous n'avez plus accès à rien, vous n'avez rien demandé. Dès que vous êtes sorti du système, vous n'avez plus accès à rien. Et donc quand tout va bien, on s'en fiche. Mais dès qu'il y a un petit peu les rouages qui se grippent, alors le fait de pouvoir accéder à ses fonds, à son argent directement, ça a une vraie valeur. C'est comme l'or. Si vous avez de l'or que vous le possédez vous-même, eh bien, au moins vous êtes indépendant, souverain. Alors ça crée en fait ensuite d'autres problématiques. Mais le Bitcoin est la version digitale de l'or, d'une certaine façon. Et puis l'autre aspect, c'est l'inflation. En fait, lorsqu'on détient des euros, ou des dollars ou des monnaies fiat, on est complètement dépendant de la volonté de la politique monétaire. Et en général, on le sait bien, l'inflation, elle est un petit peu inévitable et elle va finir par diluer le résultat du travail de toute une vie. Et ça, c'est quelque chose, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens doivent se rendre compte et commencer à y réfléchir pour se protéger. Alors, vous commencez votre livre d'ailleurs par une page sur un avertissement. Vous dites « Cet ouvrage propose une lecture positive et optimiste du Bitcoin comme rempart contre la chute inéluctable des monnaies traditionnelles et de l'économie en général. » Bon, optimiste, mais dans le même temps, la deuxième partie de la phrase est pessimiste. Elle est réaliste, elle regarde en fait la situation de manière lucide. Dans toute l'histoire des monnaies, les monnaies finissent par mourir. Le franc est mort, nouveau franc, ensuite l'euro. Et inévitablement, à un moment, l'euro n'aura plus de valeur, puisqu'on continue de faire de l'impression monétaire, on est dans une dette qui continue. On n'a pas le choix, à un moment, de déprécier la monnaie pour pouvoir la rembourser. Et qui paye? C'est toujours les citoyens. Historiquement, toutes les monnaies, en fait, ont dilué les avoirs des citoyens pour pouvoir financer des guerres, financer autre chose. Et c'est pour cela que, d'un point de vue macro, la vision plutôt réaliste est effectivement pessimiste. En tout cas, s'il est urgent de se rendre compte qu'aujourd'hui, on doit faire quelque chose, on doit préparer son épargne. Alors, on est d'accord pour dire qu'avec le Bitcoin, on ne fait plus confiance à une banque, on n'a plus cette nécessité. Mais alors, à quoi fait-on confiance du coup ? On fait confiance à deux choses. La première, ce sont les mathématiques et les lois de la physique qui régissent le fonctionnement du Bitcoin. Et le deuxième, et c'est là la plus importante, on doit faire confiance à soi-même. Parce que lorsqu'on n'utilise plus de banque, on est sa propre banque. Ça donne beaucoup de pouvoir, mais aussi beaucoup de responsabilités. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre comment le Bitcoin fonctionne, à la fois pour être rassuré face aux fluctuations, je suis sûr qu'on va en parler, mais aussi comprendre comment le conserver, comment le gérer, parce que c'est un actif qu'on possède vraiment véritablement soi-même. Alors justement, vous parlez de fluctuation, on va parler d'inflation. L'inflation est-elle une fatalité ou une conséquence directe des politiques monétaires, selon vous ? C'est les deux. Je pense que la fatalité des politiques monétaires est d'aller vers l'inflation, puisque le politique, d'un point de vue général, va toujours sacrifier le futur au profit du présent pour se faire réélire, pour tout de suite plaire à la masse. C'est la tragédie des communs. Et je ne vois pas en fait d'inflexion arriver dans les années qui viennent. Et donc pour moi, c'est une fatalité. Et vous pensez que du coup, le Bitcoin, au-delà d'améliorer peut-être le système actuel, risque de le remplacer ?
Alors, c'est une alternative. Je pense que le système financier actuel va l'intégrer, ou plutôt que le Bitcoin va intégrer le système financier classique. On le voit, il y a aussi aujourd'hui des entreprises qui ont de la trésorerie en Bitcoin. Il y a des ETF, Bitcoin. Donc, la finance a bien compris l'intérêt d'utiliser le Bitcoin et aussi la blockchain. On voit qu'il y a ce qu'on appelle des stablecoins, des dollars cryptographiques, etc. Donc, tout ça qui sont basés sur la technologie du Bitcoin. Et donc, je pense qu'on va arriver à une financiarisation 2.0 qui sera basée sur ces technologies, mais le Bitcoin, lui, en tant qu'actif monétaire, sera toujours alternatif. Il n'a pas vocation à remplacer et avoir un monde uniquement basé sur le Bitcoin, mais à proposer aux citoyens, aux individus, une solution en fait de secours, une manière de pouvoir protéger son épargne et l'envoyer dans le futur. Pour vous, Éric Larchevêque, le Bitcoin, c'est un pari spéculatif ou une stratégie pour protéger son futur? Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que dans votre ouvrage, je le rappelle, vous dites que c'est un investissement sur le long terme, ce qui est plutôt contre-intuitif par rapport à ce qu'on voit souvent par des personnes qui investissent sur le Bitcoin. Alors, pour moi, le Bitcoin, et c'est une conviction extrêmement forte, est un investissement à long terme. À court terme, c'est très spéculatif. On le voit, il y a des grosses variations. On peut perdre 10%, 20% dans une journée ou plus. Alors que à long terme, parce que justement c'est un rempart contre l'inflation, il n'y en a que 21 millions, eh bien face à l'euro, face au dollar, il ne peut que gagner en valeur. Et donc moi je considère que c'est un investissement qui doit se faire de manière raisonnable sur le long terme. Et il faut être capable justement d'oublier le court terme. Ça peut être un actif spéculatif, et beaucoup le voient comme un actif spéculatif à court terme. Bien sûr, on peut faire de l'argent, mais on peut aussi en perdre beaucoup. C'est pour ça que j'essaie de faire attention et de responsabiliser ceux qui veulent investir dans le Bitcoin en se disant c'est pour du long terme. Et moi, ma stratégie, elle est à 5 ans. C'est-à-dire que je considère que quand on investit dans le Bitcoin, il faut investir et puis il faut l'oublier. C'est la seule façon d'avancer. 2 questions très rapides pour terminer notre échange de ce dimanche matin, Éric Larchevêque. Le plus grand risque pour vous, c'est d'investir dans le Bitcoin ou de ne rien faire? C'est de rien faire ou surtout de ne pas essayer de comprendre Bitcoin. Et dernière question, est-ce que Bitcoin rend riche ou est-ce qu'il rend libre? Il rend libre. Vraiment? Il rend libre, tout à fait, à plein de points de vue, et il peut aussi rendre riche, mais surtout il rend libre, et c'est ça le plus important à notre époque. Donc pour s'en rendre compte, on va lire votre livre. Voilà, il faut comprendre avant tout. Merci à vous. Merci beaucoup Éric Larchevêque d'être passé du côté d'Oser Investir, et je rappelle donc que vous êtes le cofondateur, comme l'a rappelé Thomas, de Ledger et de Bitcoin Society. Blockshare, le cercle immobilier des investisseurs avisés, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, pour conclure ce rendez-vous du dimanche, nous sommes avec Guy Martin, notre consultant en gestion de patrimoine et fondateur de pierrepapier.fr. Oui, parce que Guy va nous parler de l'IA. On en parle effectivement beaucoup, l'intelligence artificielle. Guy, pensez-vous qu'elle va transformer le monde des placements et de quelle façon? Ça va donner un bon prolongement à notre interview à l'instant d'Éric Larchevêque. Alors, vous me demandez de prendre des risques. Allons-y. Ce que je pense, c'est que avec l'IA, le monde des placements va énormément s'uniformiser. D'accord. Énormément de similitudes entre les différentes solutions. Vous le croyez vraiment? Objectivement. Oui, parce que c'est l'effet de toutes les grandes révolutions technologiques, quand elles pénètrent dans la société. Prenez l'exemple du train. 1852, on commence à relier Paris et les grandes villes par des voies ferrées. Or, à l'époque, chaque ville avait son heure. Donc, il y avait 2 horloges dans chaque gare, l'heure locale et l'heure de Paris. Et puis ça y est, en 1891, toute la France était à la même heure. Alors, si l'on prend l'exemple de la télévision... Exactement. Ça va intéresser notre invité. Michel Serres racontait que quand il est monté à Paris d'Agen au tout début des années 50, personne ne comprenait ce qu'il disait. Celui qui est devenu un grand académicien. Et en fait, les accents étaient très différents d'un bout à l'autre du pays. Et en moins de 10 ans, les années 60, la télévision a fait son œuvre, les accents n'ont pas disparu, mais ils ont quand même été assez uniformisés. Alors, on est d'accord pour dire que la France est un pays normatif, très clairement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de cas particuliers quand on veut placer notre argent ? Alors, c'est vrai. Aujourd'hui, il est très difficile de s'y retrouver dans la jungle des placements. C'est d'ailleurs ce qui fait le succès de votre émission. Mais justement, l'IA, par toujours les mêmes réponses aux mêmes questions, va énormément changer tout ça, et ça va faire pression d'ailleurs sur les fournisseurs de produits, les institutions financières, c'est-à-dire que les frais vont s'harmoniser, les produits vont s'harmoniser, et en fait, à chaque situation particulière, il y aura, et il y a beaucoup de situations particulières identiques, si vous voulez, il y aura des réponses semblables. Donc, si vous voulez un peu de poésie ou d'aventure, il faudra sortir des chemins battus. Merci Guy.
Et merci beaucoup à vous, mon cher Thomas Binet, pour ces rendez-vous, comme d'habitude chaque dimanche, sachant qu'on vous retrouve sur Sud Radio mercredi, parce que c'est le fameux Printemps de la planète. Alors absolument, c'est un petit rendez-vous qu'on a organisé avec la direction de Sud Radio. C'est mercredi 15 avril à partir de 9h dans l'auditorium de Sud Radio à Boulogne-Billancourt pour le premier Printemps de la planète. Moi, pour ce qui me concerne, j'aurai le plaisir de vous y retrouver de 13h30 à 14h30 pour animer une table ronde sur justement un autre type d'investissement. Éric Larchevêque, c'est les investissements verts. Quelles sont les solutions envisagées dans un moment de perturbations économiques et géopolitiques avec tous nos invités, dont Jean-Michel Blanquer, l'ancien ministre et aujourd'hui président de Terra Academia. On va y répondre et si vous souhaitez y assister, vous pouvez vous y inscrire en allant sur sudradio.fr. Là, vous inscrivez et on se retrouve le mercredi 15. Et moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain, mon cher Thomas. Bon dimanche. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Avec Yomoni, leader français de la gestion d'épargne en ligne, et aucoffre.com, achat et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.